Grazie Giuseppe. Je vais parler en français. Je sais qu'il y a une partie du public qui a moins de facilité avec le français, donc j'ai demandé à Ignazio de partager les textes dans l'écran pour qu'elle s'attendra à des suivis plus fluides. Donc merci Ignazio, qui est un doctorant, c'est bien se prête dans cette circonstance-là à faire la paritaire. Merci. Donc, merci pour l'invitation, bien entendu, et je commence à lire. Au bord d'un ouvrage, il y a des fois des portes d'entrée sous forme de confession. Ce sont ces exergues dans lesquels un auteur donne une clé, souvent énigmatique, sur l'inspiration qui commande son écriture. Le chapitre premier d'Autrement qu'être s'ouvre avec l'un de ces exergues. Lisons-le. Il y a quelque chose à dire, écrivait Novalis, en faveur de la passivité. Il est significatif qu'un contemporain de Novalis, Mendes-Biran, qui a voulu être le philosophe de l'activité, restera essentiellement comme celui de deux passivités, l'inférieure et la supérieure. Mais l'inférieure est-elle inférieure à la supérieure? Le texte est tiré du traité métaphysique de Jean Val. Ce nom n'est pas inconnu au lecteur de Lévinas, tout d'abord pour ce rôle liminaire qu'il joue dans la Totalité infinie, dédié à Marcel et Jean Val. Ensuite, pour le fait que Lévinas a vu dans une note sur l'ouvrage avoir été beaucoup inspiré par Val et notamment par existence humaine et transcendance. Et il faut aussi rappeler un troisième texte, Jean Val, sans avoir ni lettre, ni être, 76, entièrement dédié à la dette de Lévinas et avec lui de toute une génération philosophique par rapport à l'œuvre de Val. Pour l'instant, restons dans les limites de notre exergue. Le thème de cette citation est celui de l'activité, de la passivité et du fait que cette dernière se dédouble en supérieur et inférieur, en invitant ainsi à un questionnement sur la hiérarchie transcendantale de ces deux passivités. Au centre de ce texte, toutefois, il y a aussi un nom propre, destiné à ne pas apparaître très souvent sous la plume de Lévinas, celui de Mendes-Biran. La voie que nous souhaitons explorer ici est simple. Il s'agit de faire résonner à partir du double fond de cette référence, Lévinas qui renvoie à Val, qui à son tour renvoie à Biran, ce qui se dit et se confesse dans cet exergue. De tout premier abord, il s'agit d'une filiation, de la relation avec Val et à travers lui de l'évocation d'une certaine philosophie française à partir de sa refondation biranienne. Question d'héritage donc, ainsi que de recommencement de la philosophie, du manifeste de Val vers le concret, 1932, en allant à rebours jusqu'à Biran, dont le geste serait essentiellement celui d'un certain décentrement et d'une certaine exposition, passivité de la subjectivité. Deuxièmement, il est question ici d'une auto-réfutation d'une philosophie fondée sur l'activité. Réalisons le texte de Val cité par Lévinas. Il est significatif qu'un contemporain de Novalis, Mendes-Biran, qui a voulu être le philosophe de l'activité, restera essentiellement comme celui de deux passivités. Il est significatif. Cela veut dire aussi il est surprenant, il est inattendu et il est révélateur. Quelle est la révélation qui se cache dans le fait qu'une philosophie de l'activité soit obligée d'en venir en double passivité, inférieure et supérieure, qui semble en circonscrire et en délimiter la validité? Elle témoigne de l'impossibilité de penser notre activité à partir d'elle-même, comme s'il s'agissait d'une forme de haute opposition ou de haute référentialité. Relativiser l'activité veut dire ne plus la mettre au centre de la subjectivation, lui imposer des limites, la situer entre une passivité et l'autre, en lui retirant le privilège présumé de pouvoir dire la parole décisive sur l'expérience humaine. Recommençons par Biran. Le thème fondamental de sa pensée, son intuition fondamentale, est le fait intime en tant que tension entre un effort voulu et une résistance, tout d'abord celle de notre corps propre. Dans l'un de ses textes tardifs, Biran écrit, je cite, que la conscience intime admet deux éléments distincts et non séparés, dualité essentielle qui ne se laisse ramener à l'unité absolue qu'en tant qu'on sort du point de vue de l'expérience intérieure pour entrer dans les champs des abstractions. La formule sur laquelle je voudrais attirer notre attention est celle de deux éléments distincts et non séparés. Elle indique l'impossibilité de construire notre subjectivité à partir d'une unité absolue. Les faits intimes témoignent sans cesse de l'irréductibilité de ses composants
qui demeure incommensurable, bien qu'il soit toujours en relation, la volonté et le corps. L'expérience originaire est celle de l'opposition, dans laquelle se constitue la personnalité émergeant de l'expérience de la dualité d'un effort face à une résistance. Par conséquent, dans ces régimes de pensée, la volonté est toujours un effort, c'est-à-dire la rencontre inévitable avec un autre, tout d'abord, avec cet autre tout près de nous, qui est notre corps propre, ce corps qui est à nous, tout en résistant à notre volonté. Ce corps qui est nous, tout en résistant à notre volonté. S'il y a effort, donc, et pas volonté pure, c'est que notre activité est depuis toujours accompagnée par une passivité qui lui est co-originaire et contemporaine. Il s'agit de la vie organique, de la vie simple des affections, qui pour Biran, ce sont des synonymes, dans laquelle il y a certainement sensation, sans pour cela qu'il y ait personnalité. Dans cette sphère, il n'y a aucune activité, je ne suis pas encore là. Elle se déroule entièrement en moi, sans moi. Nous sommes donc dans l'élément d'une passivité pure, à laquelle nous n'accédons qu'à travers, comme dit Biran, une abstraction antiréflexive, comme dans une sorte d'annulation du moi, en direction de l'exergue inférieur de notre personnalité. Toutefois, cette vie immémoriale n'est pas l'unique forme de passivité qu'on puisse décrire. C'est dans sa maturité que Biran évoquera une troisième vie. C'est ici que nous trouvons la passivité supérieure dont parle Val. C'est celle de l'exposition à la transcendance, dans laquelle, je cite, toutes les facultés relatives à la vie spirituelle constituent l'esprit de l'âme en tant que pure réceptivité. Il s'agit d'une vie d'hétéronomie, certes, mais d'une hétéronomie tout à fait différente, au moins c'est ainsi qu'il semblerait de tout premier abord, par rapport à celle inférieure. Néanmoins, l'analogie de ces deux vies passives réside dans un point décisif. Les sujets s'y trouvent absorbés par la vie, littéralement dépossédés de soi, décentrés par une logique dictée d'ailleurs, en deçà ou au-delà par rapport à seule initiative, c'est-à-dire à sa volonté. Certes, Biran continue à parler dans cette autre vie passive d'un ordre de facultés réceptives, mais il s'agit d'une puissance tout à fait particulière qui se réduit à la simple possibilité, comme pure disponibilité dans la déposition de soi, de se laisser investir par ce que nous ne pouvons jamais faire à partir de nous-mêmes. Nous sommes à l'autre limite de l'annulation de la personnalité, à son exergue supérieur, là où elle rencontre un autre incommensurable et se laisse reconfigurer par lui. Le moi cesse d'agir autant qu'il est en lui de rester présent, dit Mendebiran. Serré ou siégé entre ces deux sphères de l'hétéronomie, il y a la deuxième vie, c'est-à-dire l'unique vie que nous vivons vraiment à partir de nous-mêmes. Je cite. La seconde division renfermera les faits relatifs à la vie propre de l'homme, sujet sentant et pensant, soumis aux passions de la vie animale et en même temps libre d'agir à sa propre force. Certes, ce qui constitue l'homme au sens strict du terme est cette deuxième vie, vie intermédiaire, espace et temps, suspendue entre la vie affective pure et la vie surnaturelle. Toutefois, on voit bien que l'humanité au sens strict est un entre deux vies qui ne commencent pas par l'activité, mais dans lesquelles la subjectivité la subjective à un principe qui la dépasse. Dans un passage de l'expérience métaphysique, Val écrit ainsi. Val. À la suite de Mendebiran, nous pouvons parcourir trois stades différents dans la philosophie de la conscience, dont deux sont caractérisés par les non-efforts et un seulement par l'effort. En un sens, pour Mendebiran, notre effort n'est qu'un intermédiaire entre deux grandes régions où domine une certaine passivité. Une passivité sensitive d'abord, une passivité divine ensuite. Passivité pour laquelle il cherche des exemples dans les états mystiques. La sphère de l'effort est donc relativisée et délimitée. Elle ne se comprend vraiment que comme stade entre deux dimensions de non-effort, c'est-à-dire deux dimensions dans lesquelles l'activité n'est pas première. Si on suit la suggestion de Val, la perspective donc se renverse. On pourrait parler de l'histoire en tant que chemin d'une passivité à l'autre, itinéraire d'une vie pas encore personnelle, qui s'accomplit en passant par une vie personnelle, active, dans une vie qui n'est plus personnelle. Il y a ici trois surprises. Première surprise, l'activité ne peut pas s'affirmer comme le principe unique et ultime de notre expérience. Surplus de surprise, il y a une passivité supérieure à la première passivité, certes, mais supérieure aussi à l'activité, dont elle réclame l'annulation, qui n'est pas la simple annihilation,
afin que notre vie puisse advenir. Et troisième surprise, c'est d'apprendre que dans cette philosophie de la volonté et la pensée de Birin, l'activité n'est ni l'unique source, ni la source première, au sens de la dignité, de notre expérience. Du cumul de toutes ces surprises émane une inspiration pour recommencer la philosophie d'ailleurs que par l'activité, c'est-à-dire à partir de l'hypothèse de son caractère essentiellement passif. Jean Val savait bien que cette hypothèse constituait la tâche de la pensée de son époque. Nous le disons dans ces manifestes que vers le concret, je rappelle 1932, c'est dans la préface que nous retrouvons presque le même texte que Lévinas citera dans son exergue, qui a en réalité cité du traité de métaphysique. Val aimait beaucoup se répéter. Il est toutefois encadré dans un horizon plus large, intégrant Birin dans le mouvement général de la pensée contemporaine. Novalis a écrit « Il y a quelque chose à dire en faveur de la passivité ». Et à la même époque, celui qu'on considère essentiellement comme le philosophe de l'effort, mais de Birin, faisait voir tout ce qu'il y a dans l'homme au-dessus de l'activité, l'hypopsychique et, si on peut dire, l'hyperorganique. C'est peut-être aussi l'un des caractères les plus nouveaux de la phénoménologie allemande contemporaine, et d'avoir insisté avec Husserl dans la théorie de la connaissance, avec Scheler dans la théorie de la morale, sur cette réceptivité profonde de l'esprit. Indépendamment de l'imprécision historique et conceptuelle de ces remarques, sur lesquelles on pourrait bien s'attarder, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte est le fait que Val explicite ici le sens de son retour à Birin. Il s'agit de faire de la réceptivité les lieux d'institution de la subjectivité en recommençant à penser l'ipséité à partir du fait qu'elle se reçoit d'ailleurs. Alors, revenons au texte de notre exergue. Dans les traités métaphysiques, il appartient à un paragraphe dont il faut restituer l'intégralité. Afin de mieux le lire, il faut bien comprendre que la question qui le précède et à laquelle l'évocation de Birin et de ses passivités au pluriel ne fait que répondre est celle-ci. Si l'homme est ainsi lié au monde par son existence même et par sa connaissance, d'abord obtuse, puis aiguë, mais plus fondamentalement encore quand elle est obtuse, faut-il insister autant qu'on l'en fait dans certaines traditions philosophiques sur son activité? Et après, il y a les textes que Lévinas cite en exergue. Ici, Val parle au monde, les liens dans lesquels nous nous constituons, entendu comme relation originaire et constitutive à quelque chose qui nous dépasse. Pour l'instant, toutefois, ne nous attardons pas sur le contenu mondain de ces liens, quand sur le fait qu'il s'agit d'un lien obtus. Par cette obtusité, il faut l'interpréter en deux sens. Au sens que cette vie, c'est la vie dans laquelle nous sommes pris sans conscience, sans volonté, non effort, passivement, sans pouvoir nous y soustraire, car justement, elle nous précède et nous déporte. Mais aussi au sens géométrique de l'angle obtus, c'est-à-dire d'une forme de vie qui se fait en creux à partir de ce qu'elle reçoit, comme se tenant dans une posture d'ouverture avec ses marges bien écartées. Et cette vérité de la subjectivation se manifeste plus profondément encore quand notre existence et notre connaissance sont obtus, c'est qu'elle est une forme de non-volonté et de non-activité. L'obtusité ici n'est absolument pas la culture, l'enfermement, l'entêtement, qui ne veut rien entendre, mais c'est l'inconscience, et donc la non-activité première, de notre lien à quelque chose qui demeure incommensurable par rapport à notre connaissance et à notre initiative. Maintenant, il me semble important de relire la dernière ligne du texte cité par notre exergue. C'est là qu'il y a la chose la plus intéressante. Alors, l'exergue dit ainsi. Mende Birin, qui a voulu être le philosophe de l'activité, restera essentiellement comme celui de deux passivités, l'inférieure et la supérieure. Mais l'inférieure est-elle inférieure à la supérieure? Autre surprise, il ne s'agit pas tout simplement de placer l'activité entre deux passivités, qui en font désormais la vérité, mais de remettre en question l'ordre établi entre les deux passivités. Est-ce que la passivité supérieure est-elle vraiment supérieure à la passivité inférieure? Cette déconstruction d'une hiérarchie apparemment évidente est peut-être le point le plus important du texte de Val. À notre sens, il ne s'agit pas tellement de renverser la valeur d'une passivité par rapport à l'autre, mais plutôt de désactiver leur différence en montrant, dans une coïncidence des opposés tout à fait inattendue, le fait qu'elles tendent à la même expérience. Il faudra donc lire les deux passivités comme si elles étaient en dernière instance la même passivité, dans laquelle l'opposition entre les sensibles et les spirituels se désactive en direction d'une archipassivité qui est l'impensée vers lequel cet exergue fait signe
et dont Lévinas, il me semble, assume l'appel en confessant ainsi quel est le sens du mouvement, ou l'un des sens du mouvement. Je cite évidemment les titres du 12e chapitre d'Autrement qu'être, de l'intentionnalité au sentir. Revenons pour un instant à Bâle. Dans Vers les concrets, nous trouvons déjà l'annonce d'une primauté de la passivité qu'il faut penser tout d'abord comme une désactivation de l'opposition entre activité et passivité. Je cite. On serait peut-être amené à montrer comment passivité et activité doivent toujours se compléter et aussi à se demander s'il y a entre elles cette opposition qu'on y voit généralement. Les plus hautes activités apparaissent comme quelque chose de reçu. L'effort se voit surtout dans les étapes qui séparent le début de la fin. Et Mendes-Biran l'avait fait voir admirablement. On retrouve Mendes-Biran. Texte remarquable dans lequel Biran est évoqué pour défendre la thèse selon laquelle si l'activité et la passivité ne s'opposent pas à l'origine, ce n'est pas parce que toute passivité se réduirait en activité, thèse idéaliste, mais parce que toute activité à sa racine est reçue, c'est-à-dire renvoie à quelque chose comme une archipassivité d'où elle tire sa condition de possibilité, son incondition de possibilité. L'effort, comme activité qui ne cesse de rencontrer son autre, est tout simplement un entre-deux, dont le domaine est celui des étapes qui séparent le début et la fin. Histoire entendue comme sphère de l'activité humaine, plus ancienne, et toute activité est toujours plus à venir qu'elle. Toutefois, il y a une passivité qu'il faut penser intégralement à nouveau, et à partir de laquelle il faut penser autrement. C'est que la condition première et ultime de la subjectivation. Lévinas, enfin. Biran apparaît sous sa plume très peu, et la citation la plus importante est celle qu'on trouve dans De l'existence à l'existant. Bien entendu, si on trouve, il y a d'autres personnes qui ont trouvé des citations de Biran, je suis preneur, comme on dit. On la trouve dans la section dédiée à l'hypostase. Voici ce que nous y lisons. Mendes-Biran n'a vu que l'effort dirigé sur le monde, dont l'analyse lui a fourni l'expérience du sujet et non pas son accomplissement. La position offre par rapport à toute action, à tout travail dirigé sur le monde, une originalité totale. Alors que la volonté et la résistance de l'effort biranien sont coordonnées ou se déterminent mutuellement, les lieux foulés dans la position du sujet soutiennent l'effort non seulement comme résistance, mais aussi comme base, comme condition de l'effort. Texte redoutable qui a été écrit longtemps avant l'exergue de Autrement qu'être. Alors, tout d'abord, il faut remarquer qu'ici, Biran n'est que le philosophe de l'effort, et d'un effort que, au fond, est un travail dirigé vers le monde, rencontrant des oppositions empiriques, capable d'expliquer l'expérience du sujet, mais jamais son accomplissement, entendu ici phénoménologiquement, comme l'institution même de sa propre subjectivation. Ce qui donne au sujet sa première personne est un dessin de tout effort dans le monde. Il s'agit de ce que Lévinas appelle la position du sujet, la base, à partir de laquelle toute activité peut se déployer, enfin, sa condition. Nous visons les sites de l'institution de la subjectivité, et il ne peut pas être pensé à partir de l'effort, celui-ci étant nécessairement postérieur, donc dérivé, par rapport à la base dont Lévinas parle ici. L'hypostatisation est l'avènement précédant tout acte mondain, à partir duquel, sur le fond d'Elia, surgit elle. Qu'il s'agisse déjà de l'existence à l'existence, de dépasser les couples effort-résistance. Pour penser ces lieux atopiques de l'institution de la subjectivité, nous ne les montrerons pas ici. Ce qui nous intéresse, en revanche, est le fait que c'est dans la passivité absolue de soi, autrement qu'être situera l'avènement de la subjectivation, sa base et sa condition. Une passivité qu'il ne faut plus penser comme l'opposé de l'activité, et dans laquelle les deux passivités, inférieure et supérieure, convergent. C'est dans leur identification qu'il se manifeste une vérité dont ni l'une ni l'autre, prise de façon isolée, n'arrive à éclairer pleinement les sens. On le sait bien. L'une des thèses fondamentales d'Autrement qu'être est que le soi-même n'est pas issu de sa propre initiative, on pourrait traduire de sa volonté et donc de son effort, mais qu'il s'hypostasie autrement en étant institué à partir de la responsabilité pour les autres. C'est ici la base qui n'a rien d'un fondement en étant anarchique de la subjectivité. C'est dans la description de cette responsabilité impliquant la convergence de l'expérience de la sensibilité et de l'expérience, entre guillemets, religieuse, entendue désormais comme éthique, c'est-à-dire selon la topique de Biran de la première et de la troisième vie,
que se livre à l'un de ces sommets. Et c'est exactement dans ces points de fuite que les deux passivités de Birin, prélude par Val, se rencontrent avec la façon dont Lévinas donne une nouvelle base à la subjectivation. Commençons tout d'abord en rappelant la possibilité de réduire la sensibilité, donc la passivité inférieure, dans les lexiques, disons, de Val-Birin, à un acte intentionnel. Dans la théorie phénoménologique classique, je cite évidemment Lévinas, tout le psychisme se laisse interpréter comme savoir et la faim et la soif, la sensation gustative et olfactive, etc., se montrent comme modalité de conscience 2. Lévinas refuse cette interprétation de la vie sensible, première vie, du point de vue du savoir. Elle implique le fait d'intégrer cette première vie à l'intérieur d'une téléologie de sens commandée par l'activité de la conscience. En revanche, cette passivité mérite une réduction phénoménologique plus radicale, capable de la restituer à sa donation propre, dans sa donation propre, donc dans sa réserve, dans son écart par rapport à l'intentionnalité. Alors, lisons un autre texte de Lévinas. Réduite, la sensibilité est animée, signification de l'un pour l'autre, dualité non assemblable de l'âme et du corps s'invertissant un pour l'autre par l'animation, diachronie autre que celle de la représentation. Correctement restituée à elle-même, donc réduite au sens phénoménologique, la sensibilité n'est plus au service, comme si elle n'était que sa simple matière de l'activité de la conscience, elle est interprétée en tant que manifestation de notre diachronie, effectivité même de notre subjectivation en tant que lien paradoxal à l'inassimilable. De ce point de vue, il est central que la sensibilité ne soit pas synthétisable à l'intérieur de l'activité, elle doit rester comme ce corps propre, tout à fait paradoxal, qui est son lieu métaphysique, autre par rapport à la conscience. La dualité est réductible, l'hétérogénéité des deux distincts non séparés dont parlait Birin, volonté et corps, l'impossibilité de se défaire de la passivité et sensibilité nous constitue originariement, assume ici une signification tout à fait particulière. Dans cette non-coïncidence se manifeste notre propre base subjective en tant que signification de l'un pour l'autre. Ce n'est pas un abstrait que notre responsabilité pour autrui s'effectue, elle n'est pas une anodine relation formelle, mais dans la concrétude de notre corps, de notre incarnation, en tant que mouvement inverti de l'intentionnalité jusqu'au sentir, et pas du sentir à l'intentionnalité, que Lévinas s'appelle justement gravité du corps extirpé de son conatus. C'est dans cette descente sans fin, car jamais suffisante, vers l'exergue de notre corps propre et notre psychisme, et donc notre vie spirituelle, notre troisième vie, se réalise comme éthique. Je cite Lévinas. Le retournement du moi en soi, la déposition ou la destitution du moi, c'est la modalité même du désintéressement en guise de vie corporelle, vouée à l'expression et aux données, mais vouée et non pas se vouant, en soi malgré soi, dans l'incarnation comme possibilité même de l'offrande, des souffrances et des traumatismes. Si le désintéressement est la condition éthique à partir de laquelle nous nous subjectivons, au mieux, nous nous trouvons subjectivés, rivés à notre être sujet, c'est bien dans l'incarnation que cette animation métaphysique s'accomplit. Elle s'accomplit infiniment dans ce corps souffrant, exposé au trauma, que je suis depuis toujours malgré moi, dans cette incarnation d'une subjectivité vouée, déjà à donner, dédiée et enfin archipassive. C'est ici que la première vie et la troisième vie, que la passivité inférieure et la passivité supérieure ne font qu'une vie unique, l'unicité de mon corps, en s'y dit propre, en tant que site d'une responsabilité jamais voulue, jamais choisie, infiniment unique pour autrui. On retrouve ici des échos de ce que nous avions lu dans l'existence, de l'existence à l'existence. Lévinas disait que l'effort n'est pas premier et que la passivité relative de ce qui résiste à la volonté ne l'est non plus. La base est désormais une passivité dans laquelle l'opposition relative de l'actif ou passive est désactivée, car elle n'appartient pas à sa logique. Passivité plus passive que toute passivité antithétique de l'acte. Il s'agit surtout de la pensée autrement. La corporéité du sujet, c'est la peine de l'effort, l'adversité originelle de la fatigue qui pointe dans l'élan du mouvement et dans l'énergie du travail. Il ne faut pas partir, pour décrire la passivité du sujet, de son opposition en matière qui lui résiste hors de lui ou qui lui résiste dans les corps. La passivité la plus passive, l'inassumable, subjection ou suggestion même du sujet, tient à mon obsession
par la responsabilité. Les deux passivités ne sont qu'une archi-passivité. Les deux vies passives convergent dans une même vie passible dans laquelle notre incarnation sensible, première vie, n'est que responsabilité et de façon parfaitement spéculaire, notre responsabilité, la troisième vie, n'est que sensibilité. L'activité, la deuxième vie de l'Iran, est dérivée de cette archipassivité et ne se justifie, elle doit toujours se justifier, qu'à partir d'elle, comme tout dit d'un dire plus ancien, comme toute ontologie d'une eschatologie à venir. Comme le disait Val en commentant Biran, l'histoire de l'activité et cette entre-deux qui se passe entre un non-effort et l'autre, entre une passivité et l'autre, dans l'investiture infinie de la passivité absolue de soi. C'est de tout cela qui témoigne, il nous semble, l'épigraphe du premier chapitre d'Autrement qu'être, dans lequel Lévinas a voulu inscrire au marge de son chef d'œuvre le nom de Val et par lui celui de Biran. Comme tout exergue, il est une confession de ce qu'un texte doit à un certain passé et de ce qu'il invoque comme son avenir. C'est la raison pour laquelle j'essayais d'en suivre autant que possible les sens et les implications, et je vous remercie pour votre attention.